Bonjour à tous, comment faire du vieux avec du vieux? Le Rassemblement national n'est pas une nouveauté. Il y eut le Rassemblement national populaire, créé en 1940 par Marcel Déat, parti collaborationniste qui souhaitait leur rapprochement avec l'Allemagne nazie. En 1965, Jean-Louis Tixier-Vignancourt, avocat d'extrême droite, se présenta à l'élection présidentielle sous la bannière Rassemblement national. Jean-Marie Le Pen dirigeait la campagne. En 1986, on retrouve le Rassemblement national comme nom du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale entre 1986 et 1988. Donc, enfin, le Rassemblement national existe aujourd'hui. Son nom est déposé à l'Institut national de la propriété intellectuelle, l'INPI. Le propriétaire s'appelle Igor Kourek et il n'envisage pas céder le nom du parti que dirige Marine Le Pen. Comment expliquer un tel couac? Le Rassemblement national est-il mort-né? Marine Le Pen a-t-elle tout faux? Voici nos questions du jour. Et pour en parler autour de la table, Elisabeth Lévy, bonjour. Maurice Safran, bonjour également, éditorialiste à Challenge. Bélir Nabli est avec nous, cofondateur du site d'information chronique.fr, directeur de recherche à l'IRIS. Jacques Séguéla, publicitaire, qui nous dira si c'est bien de changer de nom. Clément Viktorovitch, qui analysera et décryptera le discours de Marine Le Pen, mais avec nous ce matin, Jean Messia, porte-parole du collectif des Horaces. Vous êtes coordinateur du projet présidentiel de Marine Le Pen. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean Messia? Vous venez de faire le premier couac parce que je ne suis plus porte-parole des Horaces et le projet présidentiel, le titre est déjà périmé parce que c'était l'année dernière. Donc aujourd'hui, je suis membre du bureau politique du Front National. Et du Front National ou du Rassemblement National? C'est pas Rassemblement National puisque les militants et les adhérents n'ont pas encore voté. Donc c'est soumis à un vote, je vous rappelle. Je suis d'accord avec vous, mais pour beaucoup de gens, le vote est un détail, mais pas pour nous. Non, pas pour nous également. Mais est-ce qu'elle s'est plantée, Marine Le Pen? Mais attendez, j'ai eu droit à la même introduction hier sur BFM TV. On dirait que tous les journalistes se sont passés le mot. Pour référence effectivement à des choses historiques qu'ils connaissent. Oui, mais c'est une histoire un petit peu sélective parce que j'ai entendu aucun organe de presse parler de En Marche, qui était un slogan vichiste appelant au combat contre le bolchevisme sous la bannière de la Croix gammée. Donc ça, personne n'en a parlé, bizarrement. Donc quand on mobilise l'histoire, il faut la mobiliser pour tout le monde. La question qu'on se pose, Jean Messia. Non, attendez. Nous, l'histoire, laissez-la où elle est. Nous, on est là pour parler d'avenir. Parce que si on commence à... Vous nous reprochez suffisamment de parler de racines, de parler d'héritage, de parler d'histoire... C'est l'histoire telle que nous la voyons, c'est-à-dire dans ce qu'elle a de meilleur. Je suis d'accord avec vous, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre. Oui. Les poubelles, vous avez... les poubelles, l'histoire, attendez, Marcel Déat, c'était... Non, mais le Rassemblement national de 86... C'est pas les poubelles, c'est Jean-Marie Le Pen qui dirigeait le Front National. Les allusions, attendez, il y a 11 millions de personnes qui ont voté pour Marine Le Pen, on ne va pas les accuser éternellement d'être des nazis. Il faut arrêter avec ça. Mais je dis pas ça du tout. Le mot rassemblement. Je dis pas ça du tout. Je dis que le Rassemblement national n'est pas nouveau. Et la question que je pose ce matin, c'est est-ce que Marine Le Pen a pris ce nom en sachant que le Rassemblement national populaire a existé en 41, en sachant que Tixier-Vignancourt avait utilisé le Rassemblement national, en sachant que Jean-Marie Le Pen l'avait utilisé également, en sachant que ça existe également aujourd'hui. En sachant que ça existe aujourd'hui. Pour la dernière question, c'est un problème juridico-financier qui sera réglé. Ah oui, mais c'est extraordinaire. Non, mais attendez, est-ce que pour le reste, moi, si j'appelle l'heure des reste des questions, si quelqu'un appelle mon émission l'heure des pros, je suis pas content. Est-ce qu'Emmanuel Macron a choisi son slogan En Marche en référence? Mais non, mais moi je m'en fiche pas. En référence à Vichy. Attendez, on peut... Je me fiche d'Emmanuel Macron. Mais je sais que vous en fichez parce que... Ce qui m'intéresse, c'est de savoir... Attendez, vous n'êtes pas tout à fait de bonne foi parce que personne Dieu sait si on peut soupçonner Macron de mille et une choses, personne ne soupçonne le macronisme d'avoir un quelque lien historique, idéologique, politique avec l'idéologie de Vichy. C'est pas le cas de l'extrême droite. C'est une pétition de principe. Non, c'est pas le cas de l'extrême droite. C'est une pétition de principe, ça. Il y a des vichistes, notamment... Le Pen lui-même dit dans ses mémoires qu'il est pétainiste. Le Pen est désagréable. Jean Messia, vous connaissez l'histoire. Nous ne sommes pas dans une république tribale, cher monsieur. Le père est une chose, la fille en est une autre. Je vous ai laissé finir. Laissez-moi finir. Je vous ai laissé finir. Il y a des créateurs, des pères historiques, c'est un fait, c'est pas contestable, vous ne pouvez pas le contester. Il y a des créateurs de la première heure du Front National qui étaient vichistes, qui étaient pétainistes. Mais il y en avait qui étaient dans la résistance aussi. Bien entendu. Ouais. Oui, mais bizarrement, on n'en parle jamais. Beaucoup, infiniment moins. Et le Front National, d'ailleurs... Mais laissez-moi finir. Il n'y aura pas de débat ici. Si vous faites comme ça, je peux faire comme vous. Allez-y. Donc il n'y aura pas de débat. Donc, on peut considérer que... Marine Le Pen, voulant sortir précisément
je vais dans votre sens. Marine Le Pen voulant sortir le Front National de ce passé, il est effectivement curieux, ça passe pour une bourde, je dis pas plus, ça peut passer comme une bourde, le fait qu'elle ait pris un nom qui, à l'extrême droite, c'est comme ça, a de vraies connotations. Mais à ce moment-là, le Parti Socialiste n'aurait jamais dû s'appeler Parti Socialiste. Elisabeth, s'il vous plaît. Il s'appelle pas Parti Communiste, il s'appelle Parti Socialiste. Elisabeth, s'il vous plaît. Je termine avec Monsieur Messia. Je peux répondre à ce qui vient d'être dit non, mais quand même. moi je vous fais aucun procès d'intention. Non, je sais bien, moi non plus. Non, mais je dis pas du tout que le Rassemblement National ou le Front National est un parti nazi, fasciste, etc. On n'en est plus là aujourd'hui. Je dis pas ça. Je vous dis simplement, est-ce que c'est un couac de Marine Le Pen, ce qu'a très bien dit également Maurice Safran. C'est ça notre question. Quel que soit de toute façon le nom que nous aurions pris, que vous auriez été fouillé pour trouver un nom de la dénomination qui rappelle, etc. Mais dites pas ça, là, vous faites un procès d'intention. Mais si, mais vous le savez très bien. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une erreur culturelle? Tout le monde sait très bien. Arrêtez avec tout le monde, c'est personne. Moi, je vous dis, est-ce que c'est une erreur Est-ce que vous trouvez que c'est un bon nom? Moi, je trouve que c'est un bon nom, parce qu'il y a le nom Rassemblement, et comme ça... Mais convenez que ça existait déjà. Rassemblement, vous serez plus obligé de m'appeler le frontiste, vous allez pouvoir m'appeler le rassembleur. Oui. Donc ça va arracher bien des langues. J'observe qu'elle ne réussit pas à faire le rassemblement familial et qu'elle demande le rassemblement national. De quel rassemblement familial parlez-vous? Avec son père, vous avez bien compris. Non, mais justement, cette petite pointe d'ironie. Bon, le débat se met en place. Alors franchement, moi je trouve que le procès fait en réalité sur un mot. Si vous voulez, le mot rassemblement et le mot national, moi j'ai honnêtement pas pensé à DA et Marquet de la même façon que quand on me dit Parti Socialiste, je ne pense pas à Parti National Socialiste. Donc, je veux dire, si, je suis désolé. Je vois pas le rapport. Si, il y a deux mots qui sont communs dans les deux cas. T'as deux mots communs. Voilà. Donc, je trouve que ce procès sur le mot, qui est en fait, c'est un nom, je trouve, très banal, moi, si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je trouve, si vous voulez, bon, voilà. Non, mais attendez, est-ce que je peux dire autre chose? Parce que, je veux dire, je trouve que le procès en vichisme, vraiment, est pas le bon. Honnêtement, je le dis. En revanche, et ça, je vais vous dire, moi qui pense que, si vous voulez, il y a des inquiétudes exprimées par des électeurs du Front National qui sont légitimes, et surtout, qui pensent qu'il y a une confusion intéressée entre la lutte contre l'immigration et le racisme. Eh bien, je regrette, si vous voulez, je regrette vraiment que vous entreteniez en quelque sorte cette confusion. Parce qu'il me semble que depuis des années... Non, mais pas au niveau des discours officiels. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Il faut pas... Ah bon? Non, mais on est sur le rassemblement, je ne sais pas où vous partez. Jacques Séguéla. Oui. La question est une question de communication, on répond en politique. Moi, je dois répondre en communiquant. Au niveau communicant, c'est une faute. Pourquoi est-ce que c'est une faute? Parce que la volonté de Marine Le Pen est de changer de monde, d'entrer dans le monde d'après. Or, elle s'est accrochée au monde d'hier, puisque le titre était déjà utilisé de tous les côtés, tout le monde le connaissait. Il y avait un bon titre à prendre, elle est passée à côté, c'était les nationaux. Parce qu'aujourd'hui, tous les partis, les républicains, les socialistes, les marcheurs, ça s'appelle les marcheurs. Non, ça s'appelle En Marche. Bon, tous les partis d'aujourd'hui, la France insoumise, la majorité des partis d'aujourd'hui s'adressent à leurs militants et pas aux partis, parce que tout le monde sait que les partis sont rejetés alors que les militants ne le sont pas. Donc, elle démarre en faisant une faute de communication. Mais le pire, c'est que c'est le congrès des dupes. On nous a annoncé que tout allait changer. Il y a un lifting réussi, c'est le sien. Je ne sais pas si ça a été un vrai lifting, mais je trouve que elle a maigri, elle a minci, elle a changé de lunettes, elle était plutôt rayonnante. Donc, je trouve que ce lifting-là est réussi. Le lifting du parti, il est complètement raté, il nous ramène complètement en arrière. Bon, je vais donner la parole à Bélier. Au niveau de la communication, il fait 0 sur 20. Il faudrait qu'elle vous conseille son lifter, alors. Je précise que M. Messia est le seul à représenter le Front National autour de cette table. C'est vrai que vous avez, je ne sais pas en tout cas si ce sont des adversaires autour de vous, mais en tout cas des gens qui peut-être vont mettre... des contradicteurs, exactement. Je suis seul contre tous, comme dirait votre confrère de Sud Radio. Mais c'est mieux d'être seul contre tous. Je ne dirais pas ça. Mais c'est un combat qui me plaît bien. Non, mais je ne dirais pas ça. Mais c'est vrai que vous êtes ce matin face à des gens qui vont opposer... Mais je peux juste répondre à la question de M. Séguéla. Il n'y a pas de communication neutre.
votre regard de communicant est imprégné en réalité de votre vision du monde et de votre vision de la France. La communication n'est pas une science neutre. Alors évidemment, vous bariolez ça par une phraséologie techniciste, etc. Mais on sait très bien ce que vous pensez, quel est le paradigme intellectuel auquel vous appartenez et que vous projetez sur votre analyse de communicant. Donc, alors vous avez le droit, bien sûr, mais permettez-moi aussi de répondre en amont, parce que quand la réalité ne convient pas à l'idéologie, c'est jamais la réalité qui a tort. Vous vous trompez complètement, parce que moi, je ne suis d'aucun parti. Je suis mais du seul parti de la France. Ça vous Et empêche quand pas je d'avoir une raisonne obédience. en publicitaire, je raisonne non pas du tout en fonction de la politique, mais de la qualité de la communication et de la portée de la Mais non, parce communication. Personne ne vous dira qu'il y a eu un changement au Front National. Or, c'était quoi toute ce cinoche pour, au contraire, en appeler à un Ça, c'est vous qui le changement. dites. Donc, Il y c'est a beaucoup de raté. gens qui pensent le contraire. Bélir, Nabli, on fait le tour de table et après Clément Viktorovitch. Non, sur le nom, restons sur le nom, parce que ce qui nous intéresse, c'est est-ce que c'est une erreur? C'est ça notre premier thème. Est-ce qu'elle s'est trompée? Est-ce que culturellement, elle n'était pas au courant que ça existait? Avec une précision préalable, monsieur n'est pas seul, c'est simplement qu'il a une étiquette qui est unique sur le plateau. Vous êtes le seul à représenter un parti. Donc ça peut donner l'impression d'être seul contre tous, mais en fait, nous ne sommes pas rattachés ni officiellement, ni a priori implicitement à un parti politique. Donc ça donne cette impression, mais c'est une impression faussée autour de ce plateau et qui sont différentes. diverses, ouais, qui sont différentes, bien sûr. Et pour répondre à votre question sur le nom, peut-être que le plus intéressant aussi, c'est pas forcément le rassemblement, mais c'est la référence maintenue au national. Et là, pour le coup, c'est pas une erreur. Pourquoi? Parce que finalement, la nation, c'est quelque chose qui est pas du tout dépassé dans le débat politique en France en ce début de XXIe siècle. Au contraire, il y a un retour de la question nationale sous différents traits identitaires, mais aussi à l'égard de la question des frontières. Ça, pour le coup, je pense que c'est un choix foncièrement politique, bien calculé, et ça ne correspond pas à une erreur a priori. Bon, ça c'était pour la forme. On va écouter quand même ce qu'a dit. Sur le nom, Pascal. Oui. Moi, si je rejoins là aussi en tant que communicant, canaliste de la communication politique, moi je trouve aussi que c'est plutôt bien joué paradoxalement, où je dirais que c'était la moins mauvaise des options sur la table. Je rejoins Jacques Steigela sur le fait que l'ère du temps veut de donner un titre qui permette de nommer les militants. Et donc on a effectivement les insoumis, les marcheurs, les républicains, et ça aurait été bien de pouvoir faire pareil. Les rassembleurs, personne ne vous appellera comme ça. Le problème, on nous appellera les rassemblistes. Les deux problèmes non plus. Les deux problèmes, c'est vous que en savez rien, pourquoi vous dites on verra bien, mais bon. Vous en savez rien, peut-être qu'on appellera les rassembleurs. Oui, on dira peut-être rassemblistes. Oui, si vous voulez, si je peux juste terminer. Oui, parce que ça rappelle remplaciste. Oui, bien sûr, mais on appellera les ressembleurs. Derrière, si C'est pas un rassemblement, c'est un rassemblement. Je peux juste terminer. Le Parlez pas tous en même temps. Le problème, c'est qu'il y avait deux options. Oui. Mais ce sont deux mauvaises options. Les nationaux, le problème, c'est qu'on est tous nationaux. On a tous la nationalité française. Donc les nationaux, c'était compliqué. Il y avait une très bonne option. C'était les patriotes. Le problème, c'est que ça a été préempté par Florian Philippot. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de regarder que dans les discours de Marine Le Pen, la référence au patriotisme revenait très régulièrement jusque pendant la campagne de 2017. Et bizarrement, depuis quelques mois, elle n'y fait plus référence. Donc, c'est la moins pire des options. Moi, ce que je pense, c'est que les polémiques actuelles autour de l'histoire du nom, c'est normal qu'on en parle aujourd'hui. Mais je crois que ça va disparaître d'ici quelques mois. Restera le Rassemblement national qui est... Bon, ça permet de décliver et ça permet quand même de sortir d'un titre de parti qui était et qui reste encore un stigmate. La chanson des Béruriers Noirs, la jeunesse emmerde, le Front National. Il y a une connotation qui continue de flotter autour de ce terme et je trouve qu'en termes de communication, c'était plutôt une bonne idée de l'abandonner. Sauf que Jean c'est le Messia, premier vous parti voyez, chez alors, les jeunes. Jean Messia, vous voyez, Clément Viktorovitch, je trouve que c'est une bonne idée. Les nationaux, les patriotes, les républicains, moi je trouve que c'est monopoliser des notions qui, comme vous l'avez parfaitement rappelé, appartiennent à l'ensemble des Français. Donc effectivement, c'est un peu... Marine Le Pen. C'est une justification a posteriori. C'est un peu ringard. La République aussi, ça appartient à l'ensemble des Français. Sur votre très intéressante remarque pour essayer de pas d'élever le débat parce qu'il est déjà assez haut, mais c'est vrai qu'effectivement nous avons un mouvement mondial qui a démarré en réalité depuis l'élection de Trump et le Brexit qui clôt une parenthèse néolibérale qui s'est ouverte en 79 et 81 par l'élection de Thatcher et de Ronald Reagan. Donc on a effectivement une espèce de tectonique intellectuelle
nous sommes dans une période de transition, c'est-à-dire il y a un paradigme économico-politique qui se termine, qui s'est clôturé en 2016, et un autre paradigme politico-économique qui est en gestation autour du retour des frontières. Oui, non, mais attendez, parce qu'on peut pas raisonner sur la scène politique française. C'est des réponses forcément qui diffèrent. On peut pas raisonner sur la scène politique française en étant détaché de ce qui se passe dans le reste du monde. Or, effectivement, l'évolution du monde depuis 2016, évidemment, qui vient se rajouter à des pays qui sont structurellement autour de ces idées, comme la Chine, par exemple, ou la Russie, s'y ajoutent les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Inde. Et la France échappe à ça. L'Italie, même à l'intérieur de l'Europe, on a les pays de Visegrad, on a l'Autriche, on a même l'Allemagne où c'est en train de tous bouger. Tous populistes. Exactement. Donc si vous voulez. Ah bah vous dites exactement. Non, tous populistes. Oui, mais populiste, j'ai pas de problème avec ce mot. Hein. C'est pas ça me fait pas peur, si vous voulez. Oui. Alors que ça peut faire peur à certains. Le problème, si vous voulez, c'est que le pouvoir en place, incarné par Emmanuel Macron, il appartient à l'ancien monde, à l'ancienne mondialisation, c'est celle qui s'agglutine, qui se cadenasse. Je termine. On fait un meeting. Non, il a raison, faut pas faire de meeting. Non, mais je suis en train d'essayer. Non, mais attendez. Oui, mais on peut pas. Non, mais attendez. Le sens de la formule, ça va 5 minutes. Il faut rentrer dans le fond des choses. C'est pas 50% du temps pour un et puis 50% du temps pour les 50. Il a raison. Parce que moi, il a raison parce que ça m'intéresse pas. Non, mais moi, ça m'intéresse pas. Non, mais il a raison. Encore une fois, on représente pas. Moi, a priori, Maurice Safran. Ça, donc faut que les idées circulent. Maurice Safran, répondez. Moi, j'ai envie de sortir de cette histoire de nom. Je pense, comme Clément, que dans 15 jours, plus personne n'en parle. Ça s'appelle le Rassemblement national, point à la ligne. Il y a un certain nombre de choses qui m'intéressent davantage dans ce qui s'est passé ce week-end. On a la confirmation que le Front National n'est pas en crise. Le Front National n'est absolument pas en crise. Le chef du Front National est en crise profonde. C'est faux. Mais laissez-moi parler, sinon je m'en vais. Si vous devez couper chaque phrase, je m'en vais. Donc vous allez choisir, mais c'est pas un problème. Je vous coupe pas, Choisissez. je commente. Non, mais ne me commentez pas. Moi, je vous commente pas. Calmez-vous, allez-y. Non. Parlez. Faut aller, Monsieur Missia. Non, là, c'est pas possible. Je dis rien, allez-y. Non, mais faut qu'il y ait un peu de courtoisie autour de la table. Non, mais faut qu'il y ait. Bon, vous savez ce que je fais? On se détend. Une page de pub et on revient sous de meilleurs auspices. Vous êtes quand même l'illustration du monde d'hier. Oui, mais je suis n'en rajoutez pas non plus. On laisse passer. Laissez-le parler. Laissez les gens parler. C'est vous qui me dites ça. Stop. Monsieur Missia, ce que je vous propose, vous savez ce qu'on va faire? Chacun, comme dans certains cercles où on se réunit le soir, chacun parlera et on se tait pendant que celui là parle. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle tout le monde a vu ce que vous voulez. À tout de suite. C'est les francs-max, C'est les francs-maçons, paraît-il. Mais on n'a pas le droit de s'interrompre. Ça s'appelle un vœu pieux. Ne m'interrompez pas comme une journaliste. Donc voilà, une page de pub et à tout de suite. J'ai cru qu'il parlait des alcooliques anonymes. Jean Messia est avec nous ce matin, il est membre du Front National et il est porte-parole du collectif des Auras. Vous m'avez repris tout à l'heure en disant que ça n'existait plus, sauf que c'est le communiqué du Front National que j'ai reçu hier. Donc c'est au Front National qu'il faut dire de se mettre à jour, Monsieur Messia. Et vous avez dirigé la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Elisabeth Lévy est là avec nous, Maurice Safran, Jacques Séguéla et Bélir Dably et Clément Viktorovitch dans une seconde pour analyser ce qu'a dit Marine Le Pen ce week-end. Vous vouliez dire qu'au-delà du nom, ce qui vous avait intéressé, c'est ce qui s'était passé ce week-end. Trois choses. D'abord, l'invité vedette, c'était Steve Bannon. Choix très intéressant et la presse mondiale était là. C'est très intéressant parce que Steve Bannon, il a, comment dire les choses, il a flingué Marine Le Pen sur le fond et sur la forme. Sur le fond, c'est le plus important, il a expliqué que la dédiabolisation, c'était absurde. Je reprends sa phase qui est extraordinaire. Hein. C'est-à-dire c'est le contraire de tout ce qu'a essayé de faire Marine Le Pen depuis qu'elle a pris le pouvoir, depuis 2011. Et Steve Bannon le dit au nom de la victoire. S'il est invité, c'est parce qu'il est un de ceux qui a fait gagner Trump, c'est incontestable. Et qu'est-ce qu'il vient dire à Lille? Laissez-les vous appeler racistes, xénophobes, islamophobes. Portez-le comme un badge d'honneur parce que chaque jour qui passe vous fait devenir plus fort en les affaiblissant. Donc il est venu, c'est extraordinaire, il est venu dire ce que Jean-Marie Le Pen, il est venu dire sur la scène, sous les applaudissements, ce que Jean-Marie Le Pen ne cesse de répéter depuis 2011. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui est en communication et en politique absolument inouï, sur scène, à côté de Marine Le Pen,
Il a expliqué que Marion Maréchal Le Pen était un des plus grands leaders politiques du monde. Vous voulez qu'on l'écoute, ça? Volontiers. Écoutons ce passage-là, parce que c'est précisément ce qu'a dit Steve Bannon. Ça arrive dans une... Marion Maréchal Le Pen n'est pas seulement une étoile montante de la droite en France, c'est la personne la plus impressionnante au monde. Je ne peux que lui prédire de belles choses dans le futur. Vous avez tellement raison. Donc je voudrais juste conclure, parce que c'est sur ce point-là que... Je crois que les analystes, j'en fais partie, je crois qu'on se trompe en disant que le Front National est en crise. Tous les sondages montrent que les électeurs, que les 11 millions de Français qui ont voté Marine Le Pen, c'est énorme, les 11 millions de Français qui ont voté Marine Le Pen sont prêts à revoter, grosso modo, pour le même programme. La question qui est en jeu, et ce n'est pas réglé par Lille, qui a plutôt bien marché pour Marine Le Pen, mais je pense que ça ne règle pas son problème. Le problème, c'est qui est le chef aujourd'hui? Qui est le chef? Et à partir du moment où, en Ve République, mais qui plus est, à l'extrême droite, la question du chef est posée, je pense que c'est ça aujourd'hui le vrai problème. Alors, on va écouter ce qu'a dit quand même Marine Le Pen, et évidemment, Monsieur Messia pourra répondre, et tous nos invités autour de la table aussi. Ah, c'est sympa. Un premier extrait qu'on a choisi, vous allez voir que Marine Le Pen a parlé de ce qu'elle appelle Emmanuel Macron le nomade. Le nom même du mouvement de M. Macron, En Marche, témoigne de cette appétence, non pour le voyage, mais pour l'errance. L'appellation du mouvement En Marche est en soi une profession de foi pour un nomadisme décomplexé, avec pour prolongement implicite un sans-frontiérisme et un immigrationnisme irréductible. Le nomadisme remet en cause l'idée même de devoir, de fidélité, de respect de la parole donnée. On est dans l'éphémère, dans le court-termisme, dans le paraître, dans le refus assumé de construire quelque chose de durable. Le nomadisme, c'est l'inverse de nos valeurs de civilisation. Emmanuel Macron, le nomade. Ouais. Moi, j'ai choisi cet extrait Pascal Praud parce qu'en l'écoutant, il m'a glacé les sangs et j'ai eu du mal à comprendre pourquoi. Et donc, il faut rentrer un peu dans l'analyse. Il y a 3 niveaux d'analyse. Analyse 1, sur le fond, on est dans l'expression du clivage qui est en train de devenir le clivage classique au sein du Front National. On oppose le mondialisme des autres formations politiques à ce qu'on pourrait appeler la priorité nationale pour le Front National ou bien le souverainisme. C'est ce que les politologues appellent le clivage ouvert-fermé, rien que de très classique. Deuxième degré d'analyse, dans les mots qui sont employés. Il y a une tactique rhétorique qu'on connaît bien, c'est l'utilisation de mots en isme. Les mots en isme qui sont immédiatement connotés péjorativement. Et donc là, on a Emmanuel Macron renvoyé à un nomadisme, un sans-frontiérisme, un immigrationnisme. Donc c'est une stratégie d'étiquetage où on renvoie l'adversaire à des concepts qui sont intrinsèquement péjoratifs. Là aussi, rien que de très classique. Et puis, il y a cette phrase sur laquelle il faut revenir, je la cite in extenso. Le nomadisme remet en cause l'idée même de devoir, de fidélité, de respect de la parole donnée. Si on décontextualise cette phrase, et je crois qu'il faut la décontextualiser, je vais expliquer pourquoi, le nomadisme remet en cause l'idée même de devoir, de fidélité, de respect de la parole donnée, on a stricto sensu l'expression d'un cliché raciste qui est attaché aux populations errantes, les Roms aujourd'hui, les Juifs hier. Et pour moi, je vais terminer. Je vais terminer. Pour moi, c'est pas... Je vais terminer. Jean Messia vous répond. Après, vous répondrez. C'est exactement ce qu'on entend. Pour moi, ce n'est pas du tout un hasard. Est-ce que je peux terminer ? Pour moi, ce n'est pas du tout un hasard. Et on voit ici Marine Le Pen reprendre à son compte un implicite qui, moi, me semble assez nauséabond et qui est cohérent avec tous les clichés que charrie le pire de la fachosphère sur Internet autour d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, un nomade mondialiste associé aux puissances de l'argent et notamment de celle de Rothschild, le grand banquier d'affaires sous influence de l'argent juif. C'est ça que moi j'entends dans cette séquence. Alors, c'est le principe même de l'implicite. C'est le je vais terminer. Vous entendez des choses que tout le monde n'entend pas, mais forcément. Moi, j'ai pas entendu tout ce que vous dites. Alors, attendez, juste une phrase pour... Non, mais juste une phrase pour terminer. Mais attendez, je veux dire, Elisabeth, c'est insupportable. Pascal, vous dites vous ne l'avez pas entendu. C'est le principe même de l'implicite. Oui. On ne le voit pas passer, mais ceux à qui ça s'adresse savent précisément de quoi on parle. Jean Messia et après Elisabeth Lévy.
Vous êtes possédé par ces thématiques, ma parole. Vous voyez de l'antisémitisme, du nazisme, du fascisme, et vous allez même jusqu'à creuser à 6 mètres de profondeur pour essayer de l'extirper là où il ne se trouve pas. J'ai cité textuellement ce qu'elle a dit. Oui, mais j'ai pas besoin de creuser. C'est à la surface. L'analyse implicite, c'est pas exactement, c'est pas le texte. Enfin, excusez-moi. Alors, ça fait partie de l'interprétation. Ça fait partie de l'interprétation. Mais c'est une interprétation qui vous est personnelle. Jean Messia a terminé. Certaines de vos obsessions, probablement. Qui n'a rien à voir avec ce que vous on retrouve Jean Messia et après Elisabeth Lévy. Mais qu'est-ce que vous savez de mes obsessions? Quant au isme que vous utilisez, je crois qu'on est suffisamment affabulé de isme nous-mêmes pour partager pleinement votre analyse là-dessus. Racisme, fascisme, nazisme, et j'en passe et des meilleurs. Donc votre analyse, elle est à double tranchant. Donc à votre place, je l'utiliserai pas. C'est bon, je vais... Elisabeth Lévy. Attendez, juste, monsieur Messia, vous parlez de mes obsessions. Vous me connaissez? C'est quoi mes obsessions? Mais non, mais parce que quand vous prenez une phrase qui ne dit pas autre chose. Vous avez dit c'est vos obsessions. Alors c'est quoi mes obsessions? Je vous pose la question. Mais je sais pas. Allez chercher dans le. Vous savez pas? Non mais allez chercher dans le nomadisme. Ah mais c'est intéressant. Donc vous avez pas arrêtez de parler comme dans un commissariat parce que franchement, c'est insupportable. Et après, attendez. Ensuite, on me reproche à moi de couper la parole. Donc quand c'est des autres, ils ont. Allez, on n'est pas. Putain, c'est l'école maternelle aujourd'hui. Eh ben justement, vous allez être la maîtresse d'école. Je vais être la maîtresse d'école. Moi, je n'ai pas entendu, je suis désolée, je n'entends pas dans le passage qu'a cité Clément, je n'entends pas l'antisémitisme. Ce que je vois, c'est effectivement une opposition à laquelle on peut ne pas souscrire, mais qui me semble, en tous les cas, pertinente du point de vue politique pour Marine Le Pen. Elle s'adresse effectivement à ce qu'un sociologue, j'ai oublié son nom, a appelé le peuple des somewhere, les gens qui sont de quelque part et qui sont un peu à l'opposition des gagnants de la mondialisation, qui sautent des frontières, etc. J'ai pas terminé. En revanche, ce que je voudrais vous dire, en fait, depuis tout à l'heure, qui me semble très important. J'ai entendu, en arrivant ici, une journaliste de France Culture, dans la voiture, qui disait « La preuve qu'ils sont encore racistes, c'est que 98% des gens ont approuvé le programme sur l'immigration. » Et c'est là que je veux en venir. Il y a effectivement un très grand clivage sur l'immigration. Et je trouve ça extrêmement dommageable au débat politique en France que depuis 30 ans ou 40 ans, la proposition « je veux réduire l'immigration » ou « je veux arrêter l'immigration » soit assimilée à l'équivalent de « je suis raciste ». Or, c'était en grande partie la faute de Jean-Marie Le Pen. Et ce que je trouve, si vous laissez, moi je ne crois pas que Marine Le Pen soit ni nazie, ni raciste, ni ceci, cela. Mais ce qu'on a vu encore du parti ce week-end, et notamment ce type qui traite quand même quelqu'un de sale nègre, c'est pas avéré. Ah si. Alors là, dites pas c'est pas avéré. Alors là, je vais vous montrer. Voilà. Alors j'ai l'image. Je termine. Bon, et c'est David Rodriguez. D'accord. Je vous présenterai mes excuses si c'est avéré. Mais dites pas ça, c'est puisqu'on a l'image. J'essaye de vous dire. Et on l'entend. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous voulez. Moi, je comprends très bien la douleur de se sentir minoritaire chez soi. Et c'est cela qu'un parti, quel qu'il soit, devrait prendre en charge. C'est qu'il y a des gens qui se sentent minoritaires dans leur pays, culturellement, et que c'est une souffrance. Mais quand cette souffrance, si vous voulez, se traduit par la détestation, je veux dire, vous pouvez être contre l'immigration sans détester les immigrés. On ne déteste pas les immigrés. Mais pas vous, peut-être. Quand j'entends ce type... C'est fini ou pas, Elisabeth? Non, mais Maurice Savant. Ce que dit Elisabeth, on entre dans le vrai débat fondamental. Effectivement, sur l'immigration, il y a des tas de... Jean-Pierre Chevènement se pose des questions sur l'immigration, elle le sait parfaitement depuis 20 ans ou 25 ans. Personne n'a jamais accusé Chevènement de racisme, etc. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais accusé de ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un discours écrit. C'est un discours pensé, extrêmement pensé. Les phrases que Clément a citées, moi j'étais devant mon poste de télé, j'étais totalement glacé. Et vous étiez d'accord avec... L'idée, elle est très claire. L'idée, elle est dans la séparation. Moi, je ne parle pas d'antisémitisme du tout. La campagne, alors ce qui est marrant, c'est que... Emmanuel Macron, qui, d'après ce qu'on sait, ni de près, ni de loin, n'est juif, il y a une partie de la campagne contre Macron présidentielle qui était antisémite. Ce coup, ce ressassement permanent, argent, Rothschild argent, ça s'appelle l'antisémitisme. Mais oublions, ça s'appelle l'antisémitisme. Pour moi, en tout cas, ça s'appelle l'antisémitisme. Mais là... Il s'agit de laisser entendre, bien entendu, que ce n'est pas dit, c'est pas explicite, c'est de l'implicite. Mais il s'agit de laisser entendre que le petit gars d'Amiens
n'est pas un vrai Français. Il n'aime pas. Il n'aime Il n'y a pas pas ça dans le discours de Marine Le Pen. Il n'y a pas ça. Je veux dire, mais moi, je le lis comme ça. Je suis d'accord avec vous, mais il n'y a pas exactement ça, quand même. Oui, mais vous le sentez avec votre sensibilité. Mais ça, c'est quand même le procès qui est fait en permanence. Maurice Safran, moi j'essaye d'avoir la position de l'arbitre. Non, il n'y a pas d'arbitre. Relisez la phrase de Clément, elle est extraordinaire. Il n'y a pas, dans ce que dit Marine Le Pen hier, le petit gars d'Amiens, il n'est pas français. Si, il y a ça. Vous projetez votre propre sensibilité sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Clément Bélir et Jacques Séguéla. En une phrase, pour relire la phrase en question, parce que c'est pas de l'implicite, c'est le texte de Marine Le Pen, je la cite. Le nomadisme, donc les populations nomades, remet en cause l'idée même de devoir, de fidélité, de respect de la parole donnée. Oui, mais vous voyez qu'Emmanuel Macron et ça remet en cause les frontières, évidemment. Les peuples nomades ne Ça peuvent remet pas en être... cause les frontières. Entre la Écoute, il y a quand même une allégeance au marché à un moment qui dépasse celle des frontières. Il faut arrêter de criminaliser. Il faut arrêter de criminaliser tout discours qui parle de la nation et qui parle de frontières. C'est vous, Elisabeth, qui parlez de quelque chose qui n'est pas dans le texte. Le texte est très clair. Le nomadisme remet en cause l'idée même de devoir, de fidélité, de respect de la parole donnée. C'est-à-dire que vous avez dû le décontextualiser. Exactement. Ça relève de la névrose, là, c'est pas possible. Non, ça relève du texte de Marine Le Pen. C'est incroyable. Mais dites ça à Marine Le Pen. C'est ça, névrose à elle, dites-le à Marine Le Pen. Arrêtez de psychiatriser l'adversaire. Ça ne va pas. C'est moi qui psychiatrise. Mais bien sûr. Si je peux dire un mot. Oui, parce que Si je peux dire un mot. Je veux dire, les gens qui nous écoutent, ils se disent, mais c'est la foire d'emploi. C'est une bonne raison pour me donner la parole, merci. Oui. Non, mais juste pour dire que précisément ce qui est intéressant avec le discours d'hier, c'est que c'est au moment où le Front National veut muer et finalement tourner une page qu'au contraire, on a l'impression de vivre une séquence de retour vers le futur, à savoir que finalement, on retrouve des mots, des thématiques, du sous-entendu qui appartient finalement à l'essence et aux racines du Front National. Et c'est peut-être une stratégie, c'est ce que disait tout à l'heure Maurice. C'est ce qu'a dit Steve Bannon, porter votre racisme en bandoulière. Mais non seulement c'est une stratégie, mais d'une certaine manière, elle n'est pas infondée d'un point de vue cynique. C'est-à-dire, encore une fois, la thématique de la nation, la thématique de la frontière, et la thématique du malaise identitaire, c'est quelque chose qui a un écho, une résonance très très forte. Et pourquoi c'est cynique alors ? Pourquoi c'est cynique de les traiter ? Ça répond à une demande électorale. Et de répondre à un besoin et une demande des électeurs, c'est cynique. C'est extraordinaire cette phrase. C'est cynique au sens politique du terme. Donc parler de la nation, c'est cynique parce que ça répond à un besoin. Non, Elisabeth Lavie, ce que veut dire Bélir Nabil, c'est que flatter peut-être l'électeur sur des mauvais penchants, il y a quelque chose de cynisme. Mais l'amour de la nation. Veut dire. Bon, Jacques Séguéla. Non, mais cynisme fait partie du politique. Je vous renvoie à Machiavel, c'est la base. Donc François Mitterrand l'avait été suffisamment en 86. Ce n'est pas une critique en soi. Ce n'est pas une critique en soi. Ce qui est intéressant, c'est que le moment, ce moment qui devait consacrer un nouveau Front National avec un nouveau nom, le Rassemblement National, finalement se conclut par la grande division nationale. Le Front National n'a pas changé fondamentalement. J'ai une hypothèse, mais... Je suis d'accord. La division nationale. Mais peut-être ne veut-il pas changer, c'est ce que disait Maurice. Est-ce que l'on peut arrêter de parler, comme dans le passé, de l'éternel débat anti ou pour Front National et parler de l'avenir ? La phrase la plus importante, c'est la tienne tout à l'heure. Dire, finalement, c'était quoi l'image forte ? C'était la présence de la grande absente Marion Maréchal. Ça veut dire que le duel de dames a commencé là. Et que le poison qui est dans le parti, il est là. Parce que Marine Le Pen a un empêchement médiatique. Elle n'a aucune chance de pouvoir se représenter devant Macron dans un débat sans être catapultée. C'est terminé, elle est rayée. Donc, l'avenir de ce parti est dans Marion Maréchal. Et l'avenir du parti va le plus loin, parce que Marine Le Pen, c'est finalement le nationalisme de gauche. Et Marion Maréchal Le Pen, c'est le nationalisme de droite. Donc, l'accord possible avec les Républicains. Et si Macron peut être battu un jour, ça sera justement par la réunion d'un Front National rénové par Marion et de l'extrême droitisation des Républicains. C'est ça la leçon. C'est l'autre aspect très important du discours d'hier. Parce que le discours d'hier, il y a toute la première partie identitaire. Marion Maréchal Le Pen, Laurent Wauquiez, Marine Le Pen
peuvent prendre grosso modo ensemble la première partie du discours de Marine Le Pen. Laurent Wauquiez a eu de pareilles amabilités envers le président de la République que celle de Marine. Bon, très bien. Lui aussi l'antisémite. Il y a deux clivages. J'ai pas parlé d'antisémitisme. J'ai dit que la campagne Rothschild, ça semblait curieux. C'est tout ce que j'ai dit. Il y a un deuxième point qui est fondamental, c'est qu'il y a un vrai clivage entre Marion Maréchal Le Pen et Marine Le Pen sur les questions de société. Elles ne pensent pas pareil sur les questions de société. Il y en a une qui est beaucoup plus conservatrice, une qui est beaucoup plus libérale. Marion Maréchal est plus conservatrice. Troisième point, et c'est là le clivage essentiel, c'est que sur l'économique et le social hier, Jacques a entièrement raison, sur l'économique et le social hier, Marine Le Pen a tenu un discours, entre guillemets, très à gauche, très étatiste, et qu'il y a un clivage. Jean Messia va vous répondre. Il y a un clivage fondamental sur le libéralisme économique. Il y a un clivage fondamental sur le libéralisme économique entre Marion Maréchal Le Pen et Marine Le Pen. Jean Messia vous répond. Alors moi je réponds parce que ça fait quelque temps que je n'ai pas pris la parole, donc vous allez me laisser 1 minute pour développer. Et plus que ça. Tout d'abord, l'image de Bannon tout à l'heure qui a été commentée, je trouve ça profondément malhonnête parce que Bannon, on le prend dans le meeting en train de parler, et quand il parle de Marion Maréchal, c'est dans un autre cadre, au moment où Marion Maréchal a pris la parole aux États-Unis. Donc c'est des commentaires qui sont très différents, on ne peut pas les rapprocher comme ça en disant il a dit du bien de Marion Maréchal. Ce qu'on a entendu là, c'est ce qu'il a dit ce week-end. C'est à Lille qu'il a dit ça. Non, c'est ça, à Lille, ça. Mais c'était pas le même contexte, on le sait, et c'était pas la même question. Peu importe. Mais quel rapport? Peu importe. Il le dit le même jour, il le dit à Lille. Mais c'est pas pour répondre à la même question. C'est pas pour répondre à la même question. On n'a pas entendu la question qui lui est posée. Si on lui dit qu'est-ce que vous pensez de Marion Maréchal Le Pen, il va y répondre. Donc c'est normal qu'il réponde comme ça. Voilà. D'autant plus que c'est pas faux. Je comprends pas votre argumentation. Non, mais en plus c'est pas faux. Il n'y a pas d'argumentation. Alors si c'est pas faux, tout va bien. Ça c'est la première chose. La deuxième chose sur le clivage que vous entendez. Nous, on a une ligne très claire au Front National. On a une ligne qui est effectivement sociale, qui est l'État-providence, parce qu'il n'est de politique que de circonstances. Les circonstances actuelles de la France commandent un programme social pour alléger les souffrances des personnes, des structures, des gens qui sont immenses dans le pays. Donc c'est parfaitement normal. Par contre, le programme social ne peut être lu qu'à la lueur de la préférence nationale. C'est-à-dire que pour qu'un État-providence de qualité puisse être soutenable financièrement, il faut qu'il soit réservé aux seuls citoyens, comme c'est le cas partout dans le monde. Donc ne faites pas de la question de l'immigration une question morale. Ce n'est pas une question morale. La question de l'immigration est une question économique qu'on cherche à badigeonner de moralité pour préserver les intérêts qui en profitent. Mais quels intérêts? Les intérêts, attendez, le MEDEF, les grands groupes, nous sommes dans une... Le MEDEF profite de l'immigration évidemment, on sait très bien... C'est partout, c'est le patronat. Attendez, l'immigration aujourd'hui relève de logique quasi négrière. On a parlé tout à l'heure de David Rodriguez, on est d'accord. Qui est David Rodriguez? C'est un assistant parlementaire du Front National. Nous sommes d'accord. Et immédiatement, vous avez dit, ce n'est pas avéré les insultes racistes qu'il aurait proférées contre un vigile à la sortie d'un bar. C'est bien ça? J'ai dit, on a entendu les insultes, mais la vidéo, moi personnellement, je ne vois pas qui a prononcé ces mots. Ah ben, voilà. Et d'ailleurs, pour l'instant, mais attendez, c'est pas. On va la voir justement. C'est pas la question. David Rodriguez a été suspendu à titre. Mais immédiatement, si ces mots-là sont avérés, je crois que Marine Le Pen, quand même, on peut lui faire beaucoup de procès, sauf le procès s'agissant de l'intransigeance vis-à-vis de ce genre de comportement. Je suis d'accord avec vous, mais voilà. Donc, évidemment, c'est un élément qui est un détail. Évidemment, c'est un assistant parlementaire. Bien sûr que c'est pas essentiel. Non, mais ce n'est pas qu'un cadre dirigeant. Non, c'est important. Mais vous conviendrez que ça donne toujours l'image d'un parti qui serait plus raciste ou plus xénophobe que les autres. C'est ça que cette séquence va nous donner. On ne peut pas contrôler tous les gens. On n'imagine pas ça de la France Insoumise. On n'imagine pas quelqu'un de la France Insoumise. Bon, voyons en tout cas, alors peut-être que je m'avance, vous avez raison, mais on n'imagine pas un représentant de la France Insoumise dire ça d'un vigile et de le traiter de... On imagine quelqu'un d'En Marche dire de quelqu'un qui a des penchants islamistes que c'est un gars bien. Bon, voilà. C'est autre chose. Alors, voyons cette séquence. David Rodriguez, je pense que le grand public ne le connaît pas, assistant parlementaire, et il y a quelqu'un du Front National qui lui dit « Mais calme-toi, calme-toi », et on entend ce qu'il dit. Écoutons. Qu'ils aimeraient te voir comme ça. Eh ben, tu crois qu'ils aimeraient te voir comme ça? Ça n'a rien à branler. Tu crois que Marine, elle aimerait te voir comme ça?
calme-toi, t'as aucun intérêt à t'énerver. Tu as aucun intérêt à t'énerver. Tu as aucun intérêt à t'énerver. Mais je veux. Mais t'es pas mon pote, stop, t'es à stop volontaire, stop. Calme-toi, David, tu n'as aucun intérêt à t'énerver. Et aimerait qu'ils aimeraient tout ça comme ça. Tu n'as aucun intérêt. On retrouve le cynisme et le calcul quand même dès lors que le masque tombe dans une. Ne surinterprétez pas non plus. Vous avez une pensée complètement policière. C'est des phrases qui sont dites c'est des phrases qui sont franchement, dites. des types qui sont bourrés, des types d'un parti qui se bourrent. Et après ça se présente comme commentateur neutre. Mais non, mais. Voilà, mais non, vous n'êtes pas neutre ici. Vous êtes tous dans le. Vous les exprimez différemment, vous êtes tous dans le même temps. Mais pourquoi dit-il tu n'as pas intérêt? Personne ne peut être neutre par définition. Voilà, donc il ne faut pas se présenter comme tel. Alors. Non, mais si, il n'a pas dit qu'il était neutre. Personne ne se présente comme étant neutre. Comme des universitaires. Ah si, si on est universitaire, on l'est, point barre. Non, non. Mais si. La neutralité, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais par définition. Il n'a pas dit qu'il était neutre, il a dit qu'il ne représentait pas un parti. Terminez ce que vous voulez dire, après on va écouter une nouvelle fois Marine Le Pen, c'est un deuxième extrait de ce qu'elle aura dit. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est à la fois on s'est quitté sur la question de l'immigration. Et encore une fois, c'est une obsession du programme du Front National qui est quand même daté. Et donc, encore une fois, on retrouve ce contraste. Laissez-moi terminer, cette contradiction entre une volonté de passer à autre chose, incarnée par d'autres personnes, et de l'autre, finalement, un héritage qui est finalement fondamentalement assumé. Et vous faites exactement... Attendez, je termine et je vous laisse la parole. Et deuxièmement, la séquence qu'on vient de voir est l'illustration même de ces vieux démons qui restent en eux, je dirais. Ce sont des vieux démons, des insultes racistes primaires qui sont condamnables par la loi et qui seront condamnés a priori par le juge. Et par le Front National, on l'a déjà fait plusieurs fois. Attendez, mais pourquoi j'aimerais bien que les autres partis punissent les auteurs de dérapage comme nous. Des paroles de cette bien nature. sûr, on trouve pire. Ah bon? Oui. Mais honnêtement, je ne crois pas que le racisme bas du front soit limité au Front National, mais vous ne pouvez pas le nier. C'est pas le problème, c'est le monopole, la question. Non mais moi, vous allez laisser finir ou bien? Elisabeth Lévy. D'abord, non mais je trouve que cette façon, si vous voulez, de tout relire à cette eau n'est pas possible. Et vous avez fait à l'aune du racisme, mais attendez. Bon sang, j'ai pas fini. Quel mot vous comprenez pas là-dedans? Ça suffit. Je veux dire. Non mais je vous assure, c'est difficile parce que j'arrive pas à finir une phrase depuis tout à l'heure et que vous avez fait exactement ce qui me paraît être vraiment dangereux sur le plan politique. Si vous voulez, c'est encore une fois, vous avez dit leur obsession de l'immigration. Moi, je ne suis pas au Front National, je pense que l'immigration aujourd'hui est un des problèmes les plus dramatique auquel la France soit confrontée. Et je crois que cette conviction existe bien au-delà du Front National. Ce pourquoi je plaide... Qu'est-ce que vous appelez l'immigration? Parce qu'il n'y en a plus. C'est ça que... Pardonnez-moi de poser cette question. Non, mais cette question toute bête... Qui rentrent en non, 262 000 l'an dernier. Plus les illégaux. Bah alors, ça fait 500 000. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un problème. C'est un problème parce qu'il y a une énorme crise. C'est un problème parce qu'il y a. C'est un problème parce qu'il y a une énorme crise de l'intégration. Parce qu'il y a des descendants d'immigrés qui déjà ne sont pas bien intégrés. Et ça, c'est autre chose. Plus vous en faites rentrer. Mais non, quand vous habitez Montfermeil, que vous devez ouvrir une classe à chaque rentrée, si vous voulez, c'est un problème concret. Donc arrêtons de dire, si vous voulez, que toute personne qui n'est pas pour l'accueil, si, c'est aussi l'immigration. Parce que l'immigration, les entrées empêchent l'intégration ou pénalisent l'intégration des autres. Le problème de la société française aujourd'hui n'est pas l'immigration. Le problème de la société française, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'il y a effectivement des gens qui se reconnaissent mal dans le modèle français. Mais l'immigration aggrave les choses. Pourquoi? Ben pourquoi ça, c'est à vous de répondre à cette question. Parce qu'il y a un phénomène de quantité. Au bout d'un moment, la quantité devient qualité, comme dirait un philosophe. Mais permettez-moi, Jean Messia, les populations dont vous parlez sont françaises comme vous et moi. Oui, mais il y a d'abord... Donc c'est plus un problème d'immigration. Mais plus vous en faites... Non, mais quand même... C'est-à-dire que ce sont des Français qui sont issus de la première, de la deuxième, de la troisième génération. Oui, mais le problème, c'est qu'on a aussi une Elisabeth, politique... vous demandez aux autres de faire ce que vous faites vous-même. Vous avez raison. Nous avons aussi une politique de naturalisation qui n'est pas le couronnement d'un processus d'intégration-assimilation, mais qui est, part du principe qu'on donne la nationalité française pour, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour échapper aux statistiques des immigrés, mais en tout cas, quand vous allez dans certains nombre, et Dieu sait que je connais un certain nombre de faubourgs des grandes villes, vous posez la question à des gens qui ont la nationalité française, est-ce que vous vous sentez français? Vous avez toutes les chances de vous voir répondre non. Même les faubourgs des grandes villes, c'est les banlieues. En fait. Parfois même, on est anti-français. Mais vous avez raison. On a reçu Olivier Delacroix ici. Il nous l'a dit mercredi. Et vous trouvez ça normal?
Il a tourné pour France 2 un documentaire. Mais laissez-moi terminer. Allez-y. Il a tourné un documentaire pour France 2. France 5, pardon, il est venu nous dire effectivement qu'il a tourné pendant un mois cherchant des témoignages de jeunes femmes dans le 93 et qu'il avait rencontré une sorte de climat, parfois, d'anti-France, de gens qui venaient effectivement vers lui. Et c'est ce qu'il nous a dit, c'est son témoignage. Mais ça, c'est la réalité. Pourquoi se mettre des œillères? Mais parce que la difficulté, c'est la généralisation. C'est toujours ça qui est compliqué. Clément Viktorovitch, après, ça sera la pub et on continuera entre 10h et 10h30, parce qu'on n'a pas fini. C'est pas ce que nous a dit Olivier Delacroix. Olivier Delacroix nous a dit qu'il était très heureux d'avoir tourné un documentaire qui permettait de donner une image positive de la banlieue. Fin de citation, ce sont ces mots quand il est venu sur ce plateau. Ça ressemble à du blabla politiquement correct. Écoutez, ce qu'il nous a dit sur ce plateau, c'est ça. Et donc vous avez envie d'aller il a parlé de racisme anti-blanc. Je suis désolé de vous le dire. Il a parlé de racisme anti-blanc qu'il avait rencontré au quotidien auprès de certains de ses interlocuteurs. Évidemment que ça existe, arrêtons là. Il a dit qu'il y avait certains problèmes dans certaines banlieues que personne ne nie. De racisme anti-blanc, c'était ses termes. Clément, vous pensez que ça existe par ailleurs, ou pas? il a dit qu'il était très heureux d'avoir pu tourner un documentaire qui donnait une image. Il est très heureux aussi d'avoir ce débat ce matin. Est-ce que vous pensez que ça existe ou pas? De quoi? Le racisme anti-blanc? Mais probablement oui. Bon, on marque une page de pub parce que ça existe. Il n'y a plus de mots. Dans quelle proportion ou vous pouvez pas dire que c'est un phénomène isolé, des cas isolés. Vous voyez bien qu'il y a un climat. Non mais parlez pas, Elisabeth. Écoutez, moi je vais vous exclure du plateau. C'est impossible. Mais non, mais c'est impossible. Vous parlez tous ensemble. La publicité. Quelques secondes. Et voilà qui réconcilie tout le monde. Voilà la publicité. À tout de suite.